Quand on dit 20% échoue, on ne pousse pas l'analyse pour dire parmi ces 20%, il y en a combien qui ont recommencé. Oh! Échouer, c'est pas grave. C'est pas grave. L'échec est un enseignant, alors que le succès, c'est un courtisan. J'ai jamais eu d'Européen dans ma chaîne de valeur. C'était que entre nous. Moi, Mossadegh Bali, je n'ai aucun doute que l'Afrique a énormément changé et va changer encore davantage. Mon défi vraiment pour moi, c'était de comment créer de la valeur avec une équipe ivoirienne, africaine et qu'on nous fasse confiance. Bienvenue sur Africa Legacy, le podcast où les entrepreneurs et les experts viennent partager leur parcours et expériences pour donner envie aux jeunes talents de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat sur le continent. Aujourd'hui, on va parler de la genèse, des débuts de l'entrepreneur. Comment est-ce qu'on passe de l'idée au projet, à la matérialisation physique et surtout comment est-ce qu'on gère les faibles commencements quand on a une grande vision. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Mossadegh Bali, entrepreneur et chef d'entreprise, président fondateur du groupe hôtelier Azalaï, présent dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest, et également le docteur Myriam Kadjo-Morokro, médecin biologiste, spécialiste de la reproduction, fondatrice et directrice de la clinique Procréa, qui est la première clinique d'assistance médicale à la procréation en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. Alors, avant de se lancer dans nos échanges, un chiffre, et j'aimerais avoir vos réactions par rapport à ce chiffre. Selon Ford Advisor, en 2024, 20% des entreprises échouent dans la première année, 50% échouent après 5 ans et 65% après la 10e année. Sachant que le groupe Azalaï, du coup, existe depuis 31 ans. Et que Procréa existe depuis 17 ans, on peut dire que vous, déjà, vous êtes assuré de continuer de pérenniser. C'est bien. On n'est jamais réellement assuré de continuer. Le droit de continuer, on le gagne tous les jours sur le terrain. Moi, j'ai connu des entreprises. Je me rappelle quand je suis allé étudier aux États-Unis, à San Francisco, je suis allé à Paris et de Paris, j'ai pris Panam, qui était la plus grosse compagnie aérienne au monde. Et lorsque j'ai fini mes études, elle était en faillite. Et je l'ai jamais connue. Et vous n'avez jamais connu, vous êtes trop jeune pour connaître Panam. Au retour, j'ai pris TWA, je pense que vous l'avez pas connu non plus, et qui a fait faillite. Il y a des personnes qui ne prenaient que Swissair, ça n'existe pas. Non, je pense qu'une entreprise, c'est un corps vivant. Il faut l'entretenir, il faut constamment le soutenir, sinon ça disparaît. Docteur Kadjo-Morokro? Oui, je pense la même chose que Monsieur le Président. Je ne sais pas si moi j'ai pas eu une expérience d'avoir travaillé ailleurs que dans mon entreprise. J'ai pas cette expérience. Maintenant que je suis en train de réfléchir, je suis sortie de l'école, de la formation de médecin directement à gérer un cabinet. Donc un cabinet médical d'abord et ensuite une clinique et ensuite la deuxième clinique. Donc, je pense que, comme il l'a dit, c'est un corps qui vit. On vit toujours de cela. Donc, ça dépend de la personne qui porte le projet et de ceux qui l'accompagnent, ceux qui écoutent le projet et qui ont envie de faire pérenniser. Parce qu'on n'a plus la même force aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 15 ans, 30 ans quand on commençait. Je pense que il faut porter, c'est comme le corps, effectivement, comme un corps humain. Alors, un corps humain, ça commence par la naissance. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a amené au groupe Azalaï et à Procréa? Comment vous vous êtes dit, allez, ça y est, je me lance? Alors, personnellement, quand j'ai fini mes études, je suis rentré au Mali et j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'entreprise familiale où nous faisions du négoce de denrées alimentaires. Donc, nous importions et distribuions des commodities, des produits de grande consommation, du riz, du sucre, du thé. Le négoce a toujours été dans ma famille. Je suis fils et petit-fils de commerçants.
Mais je sentais que j'avais pas l'impact économique et social que je souhaitais avoir, puisque dans le négoce, il n'y a pas une très forte création de valeur, il n'y a pas de création d'emploi, et je cherchais à me diversifier, même sortir du négoce. Et c'est là que j'ai aperçu une opportunité dans l'hospitality, dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, parce que mon pays, le Mali, sortait juste une révolution, mars 91, avec les premières élections démocratiques du pays, en mai 92, et le pays s'ouvrait à l'investissement étranger. Donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient et qui se plaignaient de la qualité des hôtels, y compris mes fournisseurs qui venaient me rendre visite et qui venaient nous vendre nos commodities. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de créer la Société malienne de promotion hôtelière avec des actionnaires maliens. Nous avons créé la SMPH. Nous avons soumissionné à l'appel d'offres de privatisation du Grand Hôtel de Bamako, qui est un hôtel mythique construit entre 1952 et 1954 pendant la colonisation française. Et c'est comme ça que est née l'aventure du groupe Azalaï. C'est parti d'une insatisfaction personnelle, intellectuelle, morale. Je sentais que je pouvais être plus utile à mon pays, à mon continent, en créant beaucoup plus de valeur ajoutée, en partageant cette valeur avec les stakeholders et surtout en créant beaucoup d'emplois pour les jeunes. Donc, le groupe Azalaï, l'idée d'une chaîne hôtelière panafricaine, est vraiment partie de cette insatisfaction personnelle que je ressentais en faisant du négoce. Insatisfaction, c'est souvent le mot qui pousse à se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, je pense que on reste insatisfait. Moi, j'étais dans ma famille, justement, je suis la seule qui a fait médecine. Il y a aucun médecin, donc j'avais pas de modèle. J'ai que des entrepreneurs. Depuis que moi je suis jeune, on m'a dit il faut un médecin dans la famille. Donc bon, je me lance dans cette voie de la médecine que j'aimais. Et puis très vite, l'inconfort, la détresse de voir des gens en face ne me satisfaisait pas du tout. J'étais pas très à l'aise à être dans le monde médical, à voir des patients. J'étais pas très à l'aise. Alors à un moment donné, je me suis demandé mais qu'est-ce que je fais là? Je suis médecin maintenant en cours de formation. Et puis je me suis dit si peut-être que je ne vois pas les malades, peut-être que je peux être plus utile ailleurs. C'est comme ça que j'ai choisi d'être au laboratoire d'analyse sans avoir de contact avec les patients et je me sentais bien. Et après aussi, à un moment donné, j'ai recommencé encore à les voir et je me suis dit, et puis c'est là que la médecine de la reproduction, les premiers bébés éprouvettes sont arrivés en France, aux États-Unis, à Londres. Et puis je me suis dit que ce serait bien que ces femmes africaines puissent bénéficier de ces techniques qui me paraissaient moi faciles, mais qui n'existaient pas à l'époque. Tout le monde prenait l'avion et ça coûtait cher de partir et puis de partir en Europe. Et après, dans les années 90-95, les problématiques de visa se sont mis en place. Et quand j'ai fini mes études, quand j'ai eu mon doctorat, je suis partie en France pour aller me spécialiser. Et tout le monde, la pédale de frein, tout le monde m'a dit jamais tu vas y arriver. C'est pas pour ça n'existe pas. Et puis d'ailleurs en Côte d'Ivoire ça n'existe pas. Et puis d'ailleurs ici ça n'existe pas. Enfin bref, la pédale, tout le monde avait appuyé sur les pédales de frein. Et puis je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire si je ne réussis pas? Donc j'avais pas d'autre choix que de réussir. Ça c'était déjà ça. Voilà donc. Alors, moi, ça me rappelle exactement lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie et donc de quitter le métier de mon père, de mon grand-père. J'ai eu exactement les mêmes commentaires, une pression familiale et sociale très forte. Oui, tu peux pas laisser le métier de ton père, de ton grand-père. J'ai eu un banquier que j'avais sollicité pour me faire un prêt relais le temps de recevoir
le prêt que la Société financière internationale m'avait fait en me disant, oui, mais vous les Maliens, vous êtes très forts en négoce, mais l'hôtellerie, c'est particulier. Donc, c'est bizarre comment, justement, on nous voit, nous, les Africains, nous, les entrepreneurs africains, et je me réjouis de voir que vous avez... Je dis toujours aux jeunes, ne laissez jamais d'autres personnes vous dicter quels doivent être vos rêves. Vos rêves, ils sont en vous, c'est votre ADN, il faut les vivre. Et si vous sentez, si vous avez envie, comme vous avez eu envie, malgré tout ce qu'on vous a dit de vous lancer dans ça, moi, malgré tout ce qu'on m'a dit, on m'a dit que c'était pas possible de créer un groupe panafricain hôtelier parce que il fallait beaucoup de capitaux, il fallait la technicité et tout cela. Malgré tout, on s'est entêté, et ça, c'est une qualité d'un entrepreneur, d'ailleurs, c'est de s'entêter. Voilà, donc je trouve vraiment des similitudes. Mais je note aussi que dans votre parcours, vous dites que vous êtes une famille d'entrepreneurs. Donc, quelque part, il y a un peu de l'ADN quand même, malgré que vous êtes un médecin entrepreneur. Exactement. Peut-être pas, parce que mon père a travaillé, jusqu'à l'âge de 50-55 ans avant de penser à entreprendre. D'accord. Donc, moi, je suis pas issue d'un monde vraiment d'entrepreneurs. Et donc je les ai vus toujours aller au travail. Donc on m'a dit tu vas faire médecine, tu vas avoir un cabinet, c'est une profession libérale. Donc moi je ne voyais que ça. Je voyais pas tout ce que ça implique aujourd'hui, je ne le voyais pas. Donc c'est lorsque j'ai commencé à mon père même d'ailleurs, c'était pas gagné au départ, mais toi tu veux faire la médecine, tu prends pas des professions cardiologue, pédiatre, enfin vraiment déjà le choix de la spécialité était particulière. En Côte d'Ivoire c'était particulier. Les Français m'ont dit mais tu n'y arriveras pas puisque il y a personne là-bas. Mais comment tu vas faire? Enfin vraiment, je me suis dit bon je fais ça d'abord parce qu'il faut faire étape par étape. Je finis de faire la spécialité, je rentre à Abidjan et je verrai sur place comment on doit se débrouiller par rapport à ça. Et c'est ce parcours-là dans le désert-là qui était difficile. Parce que personne, les banquiers, personne. La famille commence à y croire, mais les banquiers, les propres collègues n'y croient pas. Ah, même les confrères de métier, non. etc. Non, ils croient pas. Mais c'est tellement, ça vient tellement de la lune que personne n'y croit. Et puis après, mon père a commencé à être entrepreneur, donc j'ai eu le lien de dire, tu es une fille d'eux. Donc, vous voyez, il y a la difficulté d'être entrepreneur et puis... Quand on est enfant d'eux et je suis devenue enfant d'eux, j'étais pas enfant d'eux. Donc, entre-temps, mon père, il a performé. Et puis, je me suis retrouvée dans une situation d'enfant d'eux, tu n'y arriveras pas. Et puis, pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Voilà. Donc, c'est un peu cette histoire. Et du coup, à quoi ressemblaient les débuts? Les débuts de Procréa? Ah, c'était difficile. On a créé la société en 2007. Le temps de tourner dans toutes les banques, puisque tous les banquiers nous disaient ça n'existe pas. Les Africains ne sont pas dans ces questions. Tu n'auras pas les moyens, etc. Il nous faut de l'argent. Nous, on n'avait pas beaucoup d'argent. J'étais avec une collègue. On faisait le tour de toutes les banques. Et puis, le temps de faire le business plan, de comprendre nous-mêmes qu'est-ce que c'est un business plan, tout ça. Ce qui n'est pas évident. Donc, on voit toujours grand. Et puis, il y a un banquier qui nous a dit, on va redimensionner ton projet. C'est trop grand. D'un départ comme ça, tu n'as jamais entrepris, tu n'as jamais fait de société, tu n'as jamais travaillé ailleurs. D'ailleurs, tu n'as pas fait d'études de marché, tu ne sais pas, c'est ta vision, peut-être que ça va pas marcher. On redimensionne. C'est celui-là seul qui m'a fait confiance, en fait. Donc, il a redimensionné. Et quand on a redimensionné, on a dit, on fait avec ça. Alors, redimensionner, c'est-à-dire rendre plus petit? Oui. D'accord. On avait commencé avec des grandes idées. Au départ, on était à 400 millions à peu près. D'accord. Et puis, il a dit, c'est pas possible, 400 millions, tu redimensionnes, tu passes à 200. Donc, diviser carrément l'idée par deux. Il a divisé par deux. Okay. Oui, en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, moi, je dis toujours aux jeunes qui viennent m'écouter, soyez ambitieux, ayez des idées, ayez des envies, rêvez, mais commencez petit.
Dangote, il a commencé par vendre des sacs de ciment. Et aujourd'hui, il a des usines de ciment partout. Donc, c'est bien. Et je vois souvent cela. Moi, quand je reçois des jeunes, effectivement, ils m'amènent des business plans. Comme vous, ils n'ont jamais entrepris, ils n'ont jamais créé d'entreprise. Et puis, ils m'amènent des business plans à centaines de millions et tout ça. Je dis, non, calmez-vous, calmez-vous. Commencez petit, voilà, une brique sur l'autre. Et effectivement, je pense que vous avez eu un très, très bon conseil de votre banquier. Oui. De vous dire, il faut phaser. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas rêver. Mais Exactement. voilà, quand on construit une maison, on commence par la fondation, on commence pas par le toit. Et donc, il faut toujours effectivement aller phase par phase. Mais moi, j'ai une question à vous poser, puisque vous êtes médecin, vous aurez pu simplement être recruté ou même ouvrir un cabinet ou un laboratoire d'analyse et tout cela. Qu'est-ce qui vous a amené particulièrement vers cette branche de la médecine qui, effectivement, n'est pas très connue en Afrique? Ouais. Et il y a même parfois des superstitions autour, religieuses, sociétales et tout ça. Qu'est-ce qui vous a amené à dire, au lieu de dire vous êtes docteur biologiste, au lieu de dire j'ouvre un laboratoire qui lui, par contre, est très, très rentable dans nos pays, extrêmement rentable, mais vous êtes allé vers une activité qui n'est pas du tout connue? Alors, au départ, je sais pas. Aujourd'hui, vraiment, je pourrais pas, je sais même pas je sais pas quoi dire. Je voulais être médecin, d'abord. Ensuite, je ne voulais pas être en contact avec les malades, de 2. Et puis, de 3, j'aimais la pédiatrie, j'aimais la gynéco, mais je voulais pas être acteur de tout ce qui se passait là. Et puis, j'ai eu beaucoup d'aventures négatives dans mon parcours de médecin. J'avais pas envie de rentrer en contact avec ces femmes. Ça me paraissait difficile. Moi, j'ai fait toute ma médecine en Côte d'Ivoire. Dans les CHU, c'était pas facile. Je n'y arrivais pas. Et je me suis dit, si je me mets en avant, je verrai la même chose, mais différemment. Et c'était cette idée-là qui m'a entretenue depuis la 5e année jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, c'était de dire, mais pourquoi l'assistance médicale à la procréation? Peut-être qu'autour de moi, j'avais beaucoup de questions de ces mamans que j'avais, des tantes, qui ont un enfant, qui n'en ont pas 2, ou qui n'en ont pas. Ou qui avaient du mal. On allait voir les tradipraticiens, etc. Donc, peut-être ces questions-là aussi me taraudaient, mais n'étaient pas vraiment... c'était pas encore dans exprimé, je ne sais pas. Et lorsque j'ai vu à la télé la naissance du premier bébé, je me suis dit, donc c'est possible. Maintenant, comment faire pour y arriver? Il fallait d'abord être médecin. Pourquoi j'ai pas été recrutée à la fonction? J'ai pas voulu. Parce que je me suis dit que même si je fais cette spécialité, je ne pourrais pas la pratiquer à l'intérieur d'un CHU, et puis je ne pourrais pas installer la vision que je voulais, parce que c'est pas la possibilité de ne pas être recruté à la fonction publique qui manquait. Mais je me suis dit que ça allait être difficile de pouvoir ce genre de vision. C'est une vision qui était avant-gardiste, bien avant-gardiste, mais bien claire dans ma tête. Donc c'était assez difficile de pouvoir contourner, commencer d'abord. J'avais peur d'être détournée. En allant là, j'avais peur d'être détournée. J'ai commencé quand même par le laboratoire classique. D'analyse classique. J'ai quand même commencé. Mon premier laboratoire était un laboratoire d'analyse classique. Je me suis ennuyée. C'est vrai. Pour dire vrai. Ça a duré combien de temps? 2006 à 2008. D'accord, 2 ans. Je me suis ennuyée parce que quand je contactais les gynécologues, mais on parlait un peu plus dans la recherche de la cause de l'infertilité. Les médecins disent, oh, écoute, débrouille-toi avec ça et tout ça. Bon, c'était compliqué. Donc, du coup, je me suis ennuyée. J'ai tourné en rond et je me suis ennuyée. Donc, tout simplement. Ben, vous voyez, hein, le parcours d'un entrepreneur, ça part souvent de situations personnelles, d'insatisfaction intellectuelle, d'opportunités. Voilà, c'est pas linéaire, quoi. Pas linéaire. Alors, qu'est-ce qui était pour vous les moteurs, et surtout, parce que ce que je remarque dans vos 2 parcours, c'est cette volonté
d'entreprendre absolument en Afrique, chez vous. Et j'aimerais savoir pourquoi. Parce que vous aviez tous les deux la possibilité de faire de belles carrières à l'étranger. Oui, tout à fait, parce que moi, j'aurais pu rester aux États-Unis, travailler là-bas, mais je pense que j'aurais été juste un numéro de sécurité sociale, parce que je vois pas qu'est-ce que j'aurais pu apporter aux États-Unis d'Amérique qu'ils n'ont pas déjà. Même si je reconnais que lorsqu'on revient des études, parfois on est tenté d'abandonner. Moi, j'ai été tenté de retourner et vivre et travailler à San Francisco où j'avais fait mes études. Je pense que ce qui nous motive, en tout cas dans mon cas, ce qui m'a réellement motivé, c'est que j'ai très vite compris que on vient sur Terre avec une mission et on a un CDD sur Terre, hein, donc on n'a pas un CDI, on vient un jour, on part un jour. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, qu'on passe sur cette terre, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos pays? Et donc, j'ai très vite compris que c'est ici qu'on a une valeur ajoutée. Ailleurs, on n'a pas de valeur ajoutée. On est juste un élément, un pion du système, alors qu'ici, on peut vraiment apporter beaucoup. Moi, dans mon cas, on a été pionnier dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie panafricain. Ça a donné des idées à d'autres qui ont créé d'autres chaînes hôtelières, d'autres Africains, parce qu'on a montré que c'était possible. Comme on lui a dit que c'était pas possible, moi aussi on m'a dit que c'était pas possible. On a montré que c'était possible. Donc, on a cette satisfaction de dire mon passage sur Terre a été quelque part utile. Alors que si j'avais passé ces 4 décennies, parce que ça fait 4 décennies quand même que je suis dans l'entrepreneuriat, si je les avais passées ailleurs qu'en Afrique, je suis pas sûr que j'aurais eu cette satisfaction morale. Alors moi, je pense que dès le départ, je savais que je n'étais pas faite pour travailler justement en Europe. Je sais pas, c'était trop difficile pour moi. Moi, j'étais une jeune maman, j'avais mon enfant, je le laissais à la crèche, je courais dans les hôpitaux, c'était pas facile. J'ai eu la chance également, lorsque j'ai commencé à faire mon parcours d'AMP, tous mes patrons m'ont accueilli à bras ouverts, m'ont donné ce qu'il fallait. N'ont pas cherché à me retenir, parce que quand je leur disais que je fais ça parce que je veux rentrer au pays, ils n'ont jamais dit « Oh, tu ne te trouveras pas là-bas », etc. Ils m'ont donné ce qu'il fallait. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, quand je pensais que j'avais ce qu'il fallait, je me suis dit que c'était le bon moment de partir. Je n'aurais pas pu, honnêtement, peut-être parce que je suis un peu flemmarde, un peu paresseuse, mais je pense que je n'aurais pas pu rester vivre là-bas et puis impacter aussi, parce que qu'est-ce qu'on va montrer en AMP en France ou en Europe, aux États-Unis, il y a tellement tout à faire ici. Je me souviens quand je demandais des stages de 3 mois, 6 mois, on m'avait donné j'avais un grand hôpital au Canada qui m'avait validé tous les stages. Toi, enfant, tout ça, on te prend, etc. Et puis, j'ai dit non. Lorsque j'ai dit non, tout le monde m'a dit, mais c'est pas possible. Au Canada, mais c'est pas possible. Alors, tout le monde m'a dit, mais c'est franchement, t'exagères et tout ça avec tes idées novatrices et tout ça. Je dis, bon, peut-être que ça doit être la difficulté de pouvoir trouver quelqu'un à se loger, enfin, trouver quelqu'un pour s'occuper de mon enfant, etc. Vraiment, j'ai pas voulu. Donc, j'ai toujours dit non. J'étais payée, mais j'étais payée moins. Donc, à diplôme égal, j'étais payée moins. Mais qu'est-ce que je voulais? Je voulais rentrer chez moi. Donc, j'avais pas de problème. J'aspirais tout ce que je pouvais aspirer. Et puis, dès qu'il a fallu rentrer, je suis rentrée. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, et quand j'ai eu toutes ces portes qui se sont refermées, je me suis dit, franchement, est-ce que j'avais fait le bon choix? Parce que c'est toujours et puis ça reste pas 1 mois ou 2 mois, ça reste 1 an en train de tourner en rond, des fois 2 ans. Et tout le monde te dit, ah, on t'avait dit,
Si tu étais resté là-bas, peut-être que c'était mieux. Tu as cette phrase qui est là, le leitmotiv là en permanence, mais c'était pas facile. Et puis je pense aussi que c'est peut-être pas facile pour une femme aussi, je sais pas. Je pense que encore plus avec les enfants, avec les enfants. Bon, parce qu'on a deux carrières à mener. On a la vie de famille à régler, et puis la vie professionnelle à régler. Donc il y a beaucoup de choix, on se retrouve un peu des fois tiraillés. Donc mais ça, je pense que mon banquier encore m'a dit, je me souviens, j'étais enceinte quand je partais demander le crédit. Et puis, j'étais un peu gênée. Je dis, bon, je suis enceinte. Il va pas me dire, je vais aller accoucher, je vais prendre 3 mois, 6 mois de congé maternité, tout ça. Et puis, il m'a dit, non, c'est pas un problème, hein. Tu nous démontres que tu es capable de le faire. Et puis, donc, dès que j'ai accouché, j'ai fait les 1 mois, là, à peine. Et puis, je suis repartie au travail. Donc, ça aussi, c'est une détermination. Et c'est peut-être aussi le renoncement à d'autres choses, mais à des choses que je profite aujourd'hui avec mes enfants, que je n'aurais pas pu profiter si j'étais médecin à la fonction publique. C'était pas ma voie, je pense. Oui, je suis très heureux d'entendre tout cela parce que j'ai toujours dit que le parcours entrepreneurial, c'est un parcours long, difficile, semé d'embûches, où on doit tout le temps arbitrer, prendre des décisions, mais quand on persévère et que les choses fonctionnent, on a d'abord cette satisfaction. Je vous ai posé la question, pourquoi l'Afrique, pourquoi pas ailleurs? Moi, je dis toujours, ce qu'on réalise ici nous donne beaucoup plus de satisfaction personnelle, morale, sociétale que ce qu'on peut réaliser. Moi, je dis toujours, je préfère dépenser, vivre, travailler, dépenser 1000 francs CFA à Abidjan ou à Bamako que de dépenser 1000 euros à Paris ou à New York, parce que bon, là-bas, on est juste une personne lambda et on n'a pas l'impression qu'on est utile dans ces pays-là. Ici, tout ce qu'on fait, les emplois qu'on crée, même parler aux jeunes, les encourager, être dans sa société, on a vraiment l'impression que notre passage sur Terre est quelque chose d'utile. Donc c'est ça qui explique effectivement, on a les entrepreneurs, en tout cas que nous sommes, souvent me dit à quand Azalaï, à Paris, à Dubaï. Je dis non, en tout cas, pas en tout cas avec moi. Peut-être la future génération, si elle vient, elle a envie d'aller investir à Paris ou à Dubaï ou à New York, pourquoi pas, mais moi, parce que j'estime simplement qu'il y a tellement de choses à faire sur notre continent que personnellement, je ne me vois pas aller investir ailleurs que sur le continent africain. Donc ce sera Azalaï Cameroun alors. C'est en cours d'ailleurs. C'est un projet en cours. Parfait. Alors, vous êtes une femme, c'est un homme. Est-ce qu'entreprendre, quand on est une femme, c'est pareil que quand on est un homme? Est-ce qu'il y a des différences? On a parlé un peu du fait de devoir gérer devoir concilier vie familiale et vie entrepreneuriale. Est-ce que cette conciliation-là est différente quand on est un homme ou quand on est une femme? Alors, moi, du coup, je ne sais plus mais je crois que c'est difficile. C'est difficile parce que le regard des autres est un regard, dans tous les cas, entrepreneur ou entrepreneur, homme ou femme, il n'y a aucun cadeau. Personne ne nous fait des cadeaux. Encore peut-être plus quand on est une femme, où on essaie de vous dire non, mais de façon élégante. Mais sinon, non, c'est non. Donc, c'est également la compétence de pouvoir régler certaines situations aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais je pense honnêtement, peut-être moins maintenant, mais c'est quand même plus difficile pour une femme que pour un homme. Mais dans tous les cas, juste parce qu'on va vous dire, on va pas vous boxer, peut-être. Je pense, un homme, peut-être, il a la possibilité de pouvoir d'encaisser les coups. Mais c'est tout. Sinon, je pense pas qu'on ait les mêmes, on a les mêmes difficultés. Moi, j'ai 4 enfants dans le parcours d'entrepreneur, et il a fallu régler un équilibre. Donc, j'ai équilibré ma vie. Ma vie est très équilibrée,
Mes enfants, ils sont parfaitement épanouis. On voyage quand on veut, mais il y a un équilibre à un moment donné. Bon, peut-être on travaille 2 fois plus. C'est tout. Mais un entrepreneur, il travaille toujours plus que les autres, finalement. Je sais pas, monsieur le président. Il travaille beaucoup plus. Bon à savoir. Infiniment plus. Et souvent, vous savez, souvent le public, les jeunes, ils voient les entrepreneurs, mais ils voient surtout ceux qui ont réussi. C'est vrai. Voilà, ils voient pas ceux qui ont tenté, qui ont échoué. Et ils ne voient que l'aspect extérieur. Ils voyagent tout le temps, ils sont dans des hôtels, ils sont dans des belles voitures. Ils partent en vacances quand ils veulent. Ils partent en vacances quand ils veulent. Mais ils ne voient pas tout le travail derrière qui les amène à ce stade-là. Mais pour revenir à la question, moi, je suis totalement d'accord. C'est quand même plus difficile pour une femme entrepreneur que pour un homme entrepreneur. Surtout dans nos milieux, effectivement, où on n'a pas l'habitude de voir les femmes au devant d'une entreprise, même si l'Afrique est le continent de l'entrepreneuriat féminin par excellence. Par excellence, tout à fait. Quasiment toutes les femmes en Afrique sont des entrepreneurs, elles sont au marché, elles sont dans les champs, elles sont partout. Donc, mais c'est vrai que lorsqu'on arrive à une entreprise moderne, oui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Docteur. Qui a bravé cela et en plus qui a quand même fondé un foyer avec 4 enfants et qui sont totalement épanouis. Mais on devrait effectivement avoir encore plus de rôle modèles comme elle pour démontrer quand même que c'est possible d'allier la vie familiale et puis la vie entrepreneuriale. C'est d'ailleurs des questions que les jeunes filles qui viennent m'écouter me posent souvent. Je leur dis oui, c'est vrai qu'à des moments donnés, quand même, on doit faire quelques ajustements, quelques arbitrages. L'avantage quand même en Afrique pour une femme entrepreneur, contrairement à l'Europe ou en tout cas dans ces pays développés, c'est qu'on peut quand même avoir de l'aide autour de soi. Absolument, et ça c'est valuable. La grand-mère qui est là, la tante qui est là, la cousine qui est là, voilà. Ça permet quand même. Moi, je vois la vie de mes enfants qui sont à l'extérieur, qui ont leurs propres enfants. Je peux vous dire que c'est pas une vie facile parce qu'il n'y a pas de l'aide dans ces pays-là. On est obligé de s'occuper de tout. Mais, et c'est pour ça que quand j'étais étudiante en France, je dis non, je pourrais pas. Je peux pas gérer. Je me réveillais à 6h du matin. Il faut prendre 1 heure de trajet pour aller poser l'enfant à la crèche et tu fais l'autre bout de Paris. Dans l'autre sens. Franchement, je me suis dit, je ne pourrais pas. Et je pense que j'étais déjà robotisée et j'avais plus rien qui me disait, il y avait plus rien qui me retenait là, sauf, écoute, finis vite. T'as 1 an, 2 ans, 3 ans. Finis vite et puis rentre au pays parce que sinon tu ne pourras pas. Même quand bien même, et moi j'ai eu la chance parce que j'avais une nounou sur place, mais même ça, on n'est pas quand même dans notre environnement familial. Hein. On vit dans des petits endroits de 70 mètres carrés. C'est pas la même chose. On survit, on cohabite et c'est pas facile. Donc, une fois qu'on arrive ici sur place, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que les femmes devraient éviter de se mettre des freins. Parce que c'est vrai que on a toute une vie à bâtir, on a le foyer, on a les enfants et tout, mais peut-être aussi qu'on se met des freins dans la tête et qui font que finalement, quand on se dit, il faut équilibrer les choses. Moi, j'équilibre tout. Tout est géré tranquillement chez moi. J'ai le même personnel, je dors tranquillement, je travaille tranquillement. Je vais en vacances, tout est tranquille, finalement, sauf que j'ai du temps quand même à réfléchir aussi je me couche à minuit, je me réveille peut-être à 4h du matin ou 5h. Les nuits sont courtes. Mais quand on me voit, on me dit, mais dis donc, t'es épanouie. Mais les réflexions, trop de réflexions, je pense aussi que c'est la même chose. Oui. C'est vrai que quand on est entrepreneur, ça cogite tout le temps. Trop. Mais je dirais aussi que les hommes ont un rôle à jouer. Et je suppose qu'elle a eu quand même le support non seulement de sa famille, mais aussi de son compagnon. Et je pense qu'aussi les hommes aussi ont un rôle à jouer pour encourager les femmes à entreprendre et à réussir. Est-ce que vous pouvez redire ça? Si vous pouvez le dire une
deuxième fois, ce serait très Oui, bien. oui, non, c'est clair. Non. Moi, j'ai toujours pensé que les femmes ont un rôle extrêmement important à jouer dans l'économie. On ne doit pas les cantonner simplement au rôle de mère et d'épouse, parce qu'elles ont de l'énergie, elles ont des idées, et c'est pas évident. Surtout quand la femme entrepreneur réussit, souvent l'homme peut prendre de l'ombre. Et ça peut créer des tensions dans le couple. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que lorsqu'une femme entrepreneur se lance et que son entreprise commence à grandir et qu'il y a du succès, les hommes doivent être plutôt heureux d'être le compagnon d'une femme entrepreneur qui réussit. Voilà, donc il y a aucune raison que ça porte de l'ombre, disons, au couple ou à l'homme dans le couple. Monsieur Bali, vous êtes un homme bien. Alors, selon vous, est-ce que entreprendre aujourd'hui en 2025 et puis entreprendre en 94 ou dans les années 2007-2008, ce sont les mêmes défis? Ou est-ce que c'est plus facile maintenant? Je verrais pas ça comme cela parce que chaque époque vient avec ses réalités, ses défis, ses challenges, mais aussi ses opportunités économiques. Lorsque nous on se lançait, on était dans des pays dont les économies étaient balbutiantes, où il y avait pas encore, il y avait très peu d'entreprises formelles. C'était encore le temps de nos parents, de nos grands-parents, où tout était très informel. C'est en général ces commerçants qui ont réussi, mais qui ne sont pas allés à l'école, ont eu la bonne idée d'envoyer leurs enfants à l'école. Ça a été mon cas. J'ai fait une business school. Et donc, on est venu avec d'autres idées. Mais le monde change aujourd'hui. Il est clair qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est beaucoup plus connectée qu'il y a 30, 40 ans. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est digitalisation, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en tout cas, sur le continent africain, on a de plus en plus de champions africains dans tous les domaines. Moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes, quand j'ai commencé à travailler au Mali, il y avait 2 banques, il y en avait 3. 2 étaient françaises, la BIAO et la BMCD, qui étaient filiales du Crédit Lyonnais. Et puis, il y avait la BDM, qui était une banque étatique, mais qui était en faillite. Pour appeler mes fournisseurs à Genève, à New York ou à Paris pour acheter nos commodities, je passais par une opératrice à la poste. Je décrochais le téléphone et je tombais sur la poste. J'ai dit, voilà, avec tournait comme ça. Tournait comme ça. Et puis, elle me rappelait au bout de 30 minutes, 45 minutes pour me passer mon fournisseur. Moi, j'ai connu le Telex. Je suis sûr que vous n'avez pas connu le Telex. Non, j'ai pas connu le Telex. Voilà. J'ai connu le fax. Sinon, ça, j'ai connu aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc, c'est d'autres défis aujourd'hui. La compétition, elle est beaucoup plus mondiale. L'Afrique, notre continent, attire de plus en plus des investisseurs qui viennent de partout. On a aussi, bien sûr, d'autres sujets politiques, institutionnels. Donc, je dirais que les défis sont différents, mais l'entrepreneur reste toujours confronté à la même chose, avoir la vision, la stratégie, les équipes pour dérouler la vision, comment produire, trouver le financement, et rembourser ces financements et grandir. Ça, les défis restent toujours les mêmes. Mais on a une économie aujourd'hui qui est complètement différente de celle dans laquelle moi j'ai démarré mon parcours entrepreneurial. Ouais, c'est vrai. Je pense que les défis sont les défis sont les mêmes. Ouais. Honnêtement, moi, ça ne fait que 15 ans, peut-être 10 ans comme ça. On a commencé tout petit. On n'était pas comme tu as vu la clinique, on n'était pas une petite maison là et puis faire 2 ou 3 choses. La vision était là, tout était là. Il fallait trouver. Moi, j'étais dans un domaine hyper spécialisé, donc il fallait former. Ce défi de former des gens et de les maintenir là, c'était plus que bon. Aujourd'hui, ça va, on est stabilisé maintenant. Même si 1 ou 2 partent et reviennent, bon.
On n'est plus sur ce créneau-là. Les défis sont les mêmes. C'est toujours aussi difficile. Et puis aujourd'hui, la santé aussi de la reproduction, la santé en général, il y a beaucoup d'innovation. Donc, il faut pas rester aussi comme avant. Faut se réactualiser. Aujourd'hui, le médecin est confronté au fait qu'il est trop technique, il ne fait pas assez de relations clients, il fait pas assez de... Il y a beaucoup de nouveaux concepts qui viennent dans les cliniques, alors que bon, le médecin est là pour traiter, il traite la maladie, il s'en va. Non, on aime bien qu'on les flatte, mais lui. bien sûr, ce qui est normal. Alors, je vais donner vraiment juste pour donner mon expérience. Quand j'ai commencé à penser à la deuxième clinique plus grande, je me suis dit, je voudrais que ce soit comme un hôtel. Oh, nice. Vraiment je savais même pas que j'allais rencontrer un jour, comme un hôtel. Et je veux pas un hôtel avec des murs, avec des peintures comme on trouve à l'extérieur. Je veux un hôtel un peu comme ici. Qui nous ressemble ça a été fait par une Ivoirienne, par des Ivoiriens. Mon capital est à 66% d'Ivoiriens. On fonctionne avec nos propres défis, nos propres enjeux. Ce sont nos femmes qu'on reçoit. Je ne recevrai jamais des femmes qui ont les moyens de partir en France puisque je ne vais pas les adresser. Elles y vont. Elles y vont. Donc, c'est pour nos femmes à nous. Alors, donc, j'ai voulu que ce soit comme un hôtel. L'idée de dire comme un hôtel, une clinique, tout le monde, mais lui aussi, ils sont tous tombés sur moi. Pourquoi tu veux faire l'hôpital? C'est un hôpital, c'est vert, c'est bleu. Je dis non, c'est beige. On reste dans du beige, comme un hôtel. Il faut du service client comme un hôtel. Il faut tout comme un hôtel. Et des plantes et tout, parce que tout était comme un hôtel. J'ai fait tout comme dans un hôtel. Et maintenant, il fallait former le personnel technique comme dans un hôtel. Ça, j'ai pas encore réussi. Mais j'espère que je vais y arriver parce que l'idée, aujourd'hui, ils ont compris qu'on était dans un hôtel médical. On m'a dit, il faut un peu de couleur. J'ai dit, non, reste comme dans un hôtel. Dans l'hôtel, il n'y a pas de couleur. C'est chaleureux, c'est accueillant. Les gens s'y sentent bien. Et donc, peut-être parce que je suis venue à Zalaï, je sais pas. Parce que j'ai commencé aussi à venir ici, à prendre à prendre des salles. Notre premier plan stratégique a été fait à Zalaï, à Abidjan. Et donc, je me suis dit, ce serait bien qu'on ait quand même des modèles africains et pas toujours qu'on soit comme avant. Donc, je pense que les défis sont les mêmes. Et puis, on est assez inspirés autour de nous pour aller se débrouiller encore avec des inspirations occidentales qui ne correspondent des fois pas à nos problématiques. À nos réalités. Oui. À nos problématiques. Alors, mon défi vraiment pour moi, c'était de comment créer de la valeur avec une équipe ivoirienne, africaine et qu'on nous fasse confiance. Parce que ça, vraiment, c'est compliqué. Et c'était pas de la médecine pure, c'était de la médecine technique. Et comme je disais, tout le monde m'a tiré, dit, tu n'y arriveras pas. Donc, il faut tirer des équipes, montrer la vision, avoir des bébés, réussir. Bon, voilà, ça existe. Tout ça, ça prend... c'est difficile. Et pour la petite histoire, donc la première année, on était à combien de couples? Alors, on a commencé avec 23 couples. D'accord. À Pocria, on était dans un bâtiment qu'on avait pris en location, donc il fallait refaire les travaux avec des poteaux qui étaient au milieu, etc. Bon, on a fait ce qu'on pouvait. On avait 23 couples. La deuxième année, 77 couples. Et là, on est autour de 4000 qu'on reçoit. De l'Afrique aussi, qu'on reçoit du Sénégal, du Mali, un peu partout. Et je pense que ça, c'est une réelle fierté parce que finalement, on a cru et aujourd'hui, on essaie de toujours, on n'a plus besoin, moi, j'ai jamais eu d'Européens dans ma chaîne de valeur. C'était que entre nous. Donc, on se parle entre nous, les patients viennent entre nous. Au début, quand c'était une femme qui les consultait, ils étaient un peu embêtés, mais bon, après, ils ont commencé à penser à le médecin qui leur parle et je pense que c'est aussi important. Et vous avez combien de médecins maintenant? Alors, on a 100 staff. D'accord. Wow. Et de médecins, on est autour d'une vingtaine de résidents. Entre 20 résidents et on a environ 40 médecins qui tournent autour de nous. Donc, avec nous.
Et cette spécialité, elle est enseignée maintenant à la Toujours faculté de médecine? Toujours pas? Toujours pas. Pas encore. D'accord. Toujours pas. Toujours pas. Et ça fait 10 ans qu'on se bat, qu'on essaie de dire que c'est possible. Donc, ceux qui ont vraiment envie de se former continuent d'aller en Europe. D'accord. Et ça n'existe pas. Il y a dans un diplôme de gynéco-obstétrique, il y a une partie, un semestre peut-être qui est utilisé pour tout ce qui est question à reproduction, mais c'est pas enseigné en tant que tel comme un diplôme d'assistance médicale à la procréation, comme en Europe, comme partout. Et vous, en tant que promoteur de cette clinique, vous passez beaucoup plus de temps dans la gestion de la clinique? Au début, j'avais mis des administratifs pour C'est gérer ça. parce que il fallait que j'installe et que je forme des équipes sur place. Donc, au début, jusqu'à 2015-16, j'étais au laboratoire. D'accord. Le temps de former aux pratiques. Et là, je suis moins au laboratoire. Je me suis muée en chef d'entreprise. Je garde quand même 10% des patients. Des patients. Parce que j'aime bien ce contact aussi avec les patients et puis régler des problèmes qui sont bloqués par les staffs. Ça, j'aime bien. J'ai 10%. Mais aujourd'hui, je suis plus dans l'innovation. Dans la stratégie. Et quel est votre taux de réussite? Alors, nos taux de réussite, on est le taux moyen à 45%. 45%. Et en fonction des techniques que nous utilisons, nous montons autour de 50-55%. Et le plus souvent, c'est des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants qui veulent en avoir ou des femmes qui ont déjà eu des enfants mais n'arrivent pas à en avoir on a toutes les catégories de femmes. On a les femmes qui ont eu un enfant et qui n'arrivent plus. Donc, des 10 ans d'infertilité. On a des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Jamais. On a des femmes qui sont tombées enceintes chez nous après 20 ans de vie commune. Et puis, bon, l'Afrique est le continent le plus touché par l'infertilité. Parce qu'on se soigne mal, donc aussi, c'est un côté qu'on ne voit pas. Mais on a toutes les catégories de femmes, sauf les femmes, celles qui ont les moyens, d'aller en Europe, mais aussi elles ne savent pas que ça existe. Elles ne savent pas. Il y a encore des femmes qui ne savent pas que on peut les suivre ici. Non, parce qu'on leur dit c'est pas possible ici. Et est-ce que c'est pas contre nature? Est-ce c'est mieux d'aller voir le praticien? C'est mieux, ma mère, elle avait fait ça. Il y a toujours encore ces préjugés. Alors que on laisse l'Afrique noire, on arrive en Afrique du Nord. Dès qu'on se marie, dès que l'enfant ne vient pas, dès qu'on va consulter. Donc, très rapide. Le cycle est plus rapide que chez nous. Chez nous, on prend du temps. C'est ça. On prend du temps. Et donc, ça fait que rester longtemps en infertilité amenuise les chances, en fait. Et je suppose qu'au niveau de l'État, il y a aucune aide pour des femmes qui n'ont pas des moyens, mais qui voudraient venir chez vous. Non. Il n'y en a aucune aide. Non. Il n'y a pas d'aide. Alors, nous, on essaie de faire aussi un programme qu'on appelle les femmes africaines sont aussi importantes. Donc, une fois tous les 2 ans, on essaie de permettre à des femmes qui ont réuni un peu d'argent, pas beaucoup, de venir à moindre coût bénéficier de nos services. Parce que c'est aussi important de les aider dans ce sens-là. Parce que sinon, ça reste quand même très cher. Et l'État n'est pas encore à même. Les assurances c'est pas pris en charge par les assurances non plus. Non, c'est pas pris en charge par les assurances. Alors celles qui sont ici, il y a pas de problème, mais celles qui viennent du Mali, de l'étranger, il y a le coût du billet d'avion, l'hôtel aussi à payer. Donc ça reste quand même le bébé coûte cher, oui. Et le traitement prend combien de temps? Nous, on a un traitement lorsque vous avez fini tout ce qui est avant. C'est un traitement qui dure 15 jours jusqu'au transfert d'embryon. 15 jours pour attendre si on est enceinte ou pas. Donc, 1 mois, à peu près. Et comment vous faites connaître ce que vous communiquez? On est aujourd'hui
dans le monde des réseaux sociaux? Comment vous faites connaître? On essaie de communiquer. On n'a pas le droit. La législation en Côte d'Ivoire interdit la publicité. La publicité. D'actes médicaux, en fait, c'est ça? Oui, d'actes médicaux, oui. Et donc, on essaie aussi, il y a beaucoup de bouche à oreille et on essaie d'utiliser les moyens que nous avons, tout ce qui est technologie de l'information. Les réseaux sociaux. Partout, les réseaux sociaux. On fait des conférences, on va intervenir un peu partout. On a 3 ou 4 ambassadeurs qu'on essaie de lancer aussi dans la clinique. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'on essaie de faire. Excellent. Et c'est la seule clinique en Côte d'Ivoire ou bien vous avez la compétition? Nous sommes une clinique assez particulière parce que nous faisons l'acte de bout en bout. D'accord. On n'importe pas de main-d'œuvre étrangère chez nous. Donc, dès que vous avez les moyens, on commence et on termine. Certaines cliniques le font. On a commencé à avoir des partenariats maintenant. Importe des gens de l'étranger pour venir sous-traiter une partie du traitement. Alors nous, on est là, on fait ce qu'on appelle les actes en continu. Donc, mais ça, la législation permet. Je pensais qu'il fallait être médecin agréé pour faire cela. Mais lorsqu'on a une clinique et on fait venir un expert de l'étranger, oui, on peut faire ça. Si on veut. Sous le couvert du médecin. Sous le couvert de la clinique. Voilà, sous le D'accord. couvert de la clinique. Bon, nous, on n'a pas besoin puisque on fait tout sur place. On a eu ces spécialités, donc on n'a pas besoin de ça. Bravo, parce que quand vous dites que vous n'avez fait venir personne depuis que vous êtes lancé, vous avez tout fait. Non. C'est exactement l'avantage de créer des entreprises parce que ça met en valeur les compétences. Moi, quand je me suis lancé, n'étant pas un hôtelier, donc m'étant spécialisé en finance, donc j'ai dû amener des directeurs hôteliers européens pendant les premières années, mais avec l'idée claire que vous devez former et ensuite passer le flambeau. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1 millier de collaborateurs dans le groupe Azalaï et ils sont tous africains. Ah ben, voilà. Même si je me rappelle le tout premier hôtel, le Grand Hôtel de Bamako, le directeur était français, le chef de cuisine était français, le chef de la maintenance était français. Et pendant peut-être les 5 premières années, on n'avait que des expatriés. Mais petit à petit, on a formé nous-mêmes, mais aussi la diaspora est rentrée. Et ça, la diaspora, pour revenir à une de vos questions, je pense que la diaspora a un rôle extrêmement important à jouer dans l'entrepreneuriat africain. Dans l'entrepreneuriat africain, parce que ils viennent avec des talents, des compétences, un autre vécu. Et bon, bien sûr, il y a toujours après l'adaptabilité, l'adaptation, la recontextualisation, la recontextualisation et tout cela. Donc, j'étais justement à Paris sur un forum de la diaspora. Et c'est ça que je leur dis. Je dis, si vous voulez avoir Paris à Abidjan ou avoir New York à Lagos, vous vous trompez. Donc, c'est ça. Si c'est ça votre idée, non, je veux que tout soit comme à Paris, tout soit comme à New York. Ça marche pas. Mais c'est aussi ce problème qu'ils ont. Et donc, c'est toujours difficile de recruter des gens de la diaspora, des fois. Moi, j'ai toujours pensé que on pouvait il y a des compétences sur place et il faut juste un peu de volonté à les former. J'ai jamais eu, contrairement au président, je n'ai jamais eu d'expatriés. D'accord. Jamais. Donc, on m'a toujours dit, mais si tu ne prends pas un expatrié, si tu prends pas un blanc, ça ne marchera pas. Je dis, mais comment ça va pas marcher? Surtout en Côte d'Ivoire, ça c'était une idée qui était... En Côte d'Ivoire, on a toujours dit il faut toujours mettre un blanc pour que ça marche. Pour que ça marche. On dit, je dis, mais non, on peut. Moi, je suis médecin, j'ai été formée à l'école ivoirienne, j'allais faire une spécialité. Bon, je reviens, je vais former les gens qui sont sur place. Il n'y a pas de problème, les gynécologues sont compétents.
On n'a pas besoin d'aller soigner un palu en Europe ou de faire de la fibre. On n'a pas besoin. Il faut juste un peu de... Bon, c'est un peu difficile. C'est vrai que les mentalités ont la peau Ce sont dure. des préjugés. Des préjugés. Oui, voilà, Ce sont ça. des préjugés Absolument. qui ont la vie dure. Qui ont la vie dure. Qui ont la vie très dure ici. Et, Mais ça change, sincèrement. ça change. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le négoce, je travaillais avec beaucoup de grosses sociétés qui faisaient nos transits, nos transports. Mais jusqu'au comptable, c'était un expatrié, un comptable. Ne parlons pas du directeur financier, du DRH, du DG. Je citerai pas de noms d'entreprises avec lesquelles je travaillais, notamment en Côte d'Ivoire, parce qu'on utilisait le port de Dakar et le port d'Abidjan. Mais quand j'allais dans ces entreprises, mais c'est fou le nombre d'expatriés qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, j'avoue que ça a changé. Ça change. Dans ces entreprises, jusqu'au top management maintenant, ils ont compris qu'il y a des compétences africaines. Ça. Et même maintenant, dans des états-majors à Paris, à New York, on trouve maintenant des Africains de très haut niveau. Vous savez, moi, je dis toujours, les gens qui questionnent sur le développement économique de l'Afrique et tout ça, j'ai dit, en tout cas moi, Mossadegh Bali, je n'ai aucun doute que l'Afrique a énormément changé et va changer encore davantage. L'Afrique que j'ai connue il y a 40 ans lorsque je suis revenu des études et l'Afrique d'aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Clairement. Quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas de NCA, il n'y avait pas de Bank of Africa, il n'y avait pas de Sunu, il y avait rien. Il n'y avait que des entreprises étrangères. Alors, quand on voit des capitaines d'industrie tels qu'un grand capitaine d'industrie ivoirien qui rachète toute la marque, la carte Caterpillar en Afrique, il y a 40 ans, c'était inimaginable. Caterpillar était représenté par une société française, Delmas, qui était de Bordeaux. Aujourd'hui, c'est un capitaine d'industrie ivoirien qui rachète tout cela. C'est pour vous dire que moi, je n'ai aucun doute que le continent économiquement se transforme de façon extraordinaire. J'en suis un acteur, mais aussi un spectateur. Je vois comment ça se transforme. Peut-être là où j'ai des regrets, et c'est peut-être un message, même si c'est pas un podcast politique, c'est au niveau de la gouvernance que c'est beaucoup trop lent. Le changement dans la gouvernance institutionnelle, la gouvernance publique, là, ce n'est pas le même rythme que le au niveau quotidien, économique. en fait, que le quotidien économique. Absolument. Non, c'est vrai. Lorsque les deux auront le même rythme, gouvernance politique, gouvernance économique, les autres vont venir s'installer chez nous. C'est gâté. Exactement. Alors, notre moment tire à sa fin. Ouais. Pour le mot de fin, qu'est-ce que vous diriez à l'entrepreneur qui démarre, qui est face vraiment à la grosse difficulté? Pour rappel, les stats que je vous donnais tout à l'heure, 20% échouent dans la première année. À celui qui a l'impression d'être dans les 20% là, dans ses débuts, qui a cette grande vision, mais qui commence petit et qui du coup se dit, mais quand est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour le motiver, pour qu'il garde le cap et puis qu'il vous rejoigne dans les 17 et les 30 ans de vie? Alors, quand on dit 20% échouent, on ne pousse pas l'analyse pour dire parmi ces 20%, il y en a combien qui ont recommencé? C'est ça. Oh! Parce que échouer, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est même une bonne chose d'échouer dans la vie. C'est-à-dire? Oui, l'échec est un enseignant. L'échec vous apprend à être résilient, à être patient, à être humble. Alors que le succès, c'est un courtisan. Parfois, il est avec vous, parfois, il vous quitte. On n'est jamais sûr qu'il va rester avec vous. Donc, c'est vrai que ce sont des statistiques que je connais. Il y a un taux de morbidité qui est assez élevé au niveau des entreprises, surtout de ce qu'on appelle les MSMI, les micro, small, medium enterprises. Mais l'avantage de la création massive d'entreprises, c'est que lorsque vous avez celles qui réussissent et qui grandissent, c'est elles qui vont créer de la valeur. C'est elles qui vont créer des emplois pour nos jeunes. Voilà, ça commence
avec 3 fois rien. Moi, je commençais avec un hôtel et aujourd'hui, il y a un groupe hôtelier. Dangote a commencé par vendre des sacs de ciment. Après, il a dit, mais au lieu que j'importe du ciment de l'Europe de l'Est et tout ça, pourquoi ne pas faire une usine, une première usine, une deuxième, une troisième? Aujourd'hui, il a construit la plus grande raffinerie. C'est parti de la vente de sacs de ciment à Lagos, avec, je crois, $50,000 que son oncle, Dantata, qui était l'un des hommes les plus riches du Nigeria, lui a prêté. Donc, et je suis sûr que Dangote a connu des échecs, mais il n'a pas abandonné. Alors, pour répondre à votre question, moi, je dis toujours, l'entrepreneur, c'est celui qui a un rêve, il a une vision, donc un rêve, il a envie de faire quelque chose, il a une stratégie, il a une équipe pour dérouler cette stratégie. Et puis, une fois qu'il a il a mis ces 4 choses en place, c'est-à-dire qu'il a rêvé, il a sa stratégie, il se fait entourer des meilleures personnes. Comme j'ai dit, moi, je suis pas hôtelier. Je suis toujours pas hôtelier, même si je sais comment on gère un hôtel. Mais dès le début, parce que souvent, les entrepreneurs africains pensent que parce que moi, j'ai créé, je dois gérer. Oui, un docteur gère sa clinique parce qu'elle connaît la matière, d'accord? Mais moi, j'ai jamais géré un hôtel. Si je m'étais mis dans la tête que je l'ai géré le Grand Hôtel de Bamako lorsqu'on a fini les travaux en février 95, il y aurait jamais eu de groupe Azalaï parce que je ne savais pas gérer un hôtel. Donc, une fois qu'on a fait ça, le reste, ce n'est rien d'autre que de la résilience, de la patience, parce qu'on va tomber 7 fois, mais il faut se réveiller, il faut se relever une 8e fois. Voilà, c'est le conseil. Tentez. Vous connaissez l'histoire du colonel Sanders, Kentucky Fried Chicken, je suis sûr que vous aimez KFC. Grande fan. Là, il a amené son idée partout. On lui a dit, comme on nous a dit, nous, que c'était pas possible. Lui, c'était, et quand il dit que son père s'est lancé dans l'entrepreneuriat à 55 ans, lui, c'est à 60 ans qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Partout où il passait, on lui disait que son idée n'était pas bonne. Il dit, non, j'ai une recette, ça va marcher. Non. Et quand ça marchait, bon, KFC, c'est qu'il est aujourd'hui. Donc, il faut jamais abandonner. Jamais. Alors moi, c'est la même chose. Je pense qu'on dit tous la même chose, que ce soit le président qui a 30 ans d'expérience. Bon, nous, on aimerait quand on va grandir, on va être comme lui. Mais en fait, il faut avoir une vision. Il faut s'accrocher à cette vision. En fait, c'est ça. Il faut s'accrocher, ne plus se décrocher. Et puis, la vie d'entrepreneur, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un marathon. Ah oui, il faut continuer. Des petits pas derrière des petits pas. Faut pas être pressé. Il faut être humble, se faire accompagner. Quand je connais pas, moi, c'est pas un problème. Comme chez moi, autour, c'est facile. Je prends mon téléphone. Toi, tu vois ça comment, etc. On m'a dit aussi à un moment donné, c'est vrai, la médecine, ça suffit pas. Il faut aller te former dans toutes ces aspects de gestion. Donc, je suis repartie pendant 1 an, aller faire un HEC pour comprendre comment tu lis un business plan, pour ne pas que education. Voilà, pour ne pas que tu sois qu'on te donne un plan à l'envers et que tu ne saches pas de quoi on parle. Donc, j'ai dû repartir. Je ne suis pas là. Je suis obligée d'avoir un DAF parce que je comprends toujours pas les chiffres. Mais quand je vois pas les BE, je comprends ça, je comprends tout de suite. Quand il y a un problème de l'investissement, enfin la rentabilité, ça je comprends tout de suite. Pourtant avant je comprenais pas. Mais maintenant je comprends tout de suite et je vois quel levier. Donc c'est important aussi cette formation de pouvoir bien se faire entourer. Et puis il y a une chose. Aujourd'hui les jeunes, c'est vrai qu'on a beaucoup de modèles autour. C'est vrai que beaucoup ont échoué. On échoue toujours, on recommence, on n'a pas peur de recommencer. Moi, j'ai pas peur de recommencer. Mais des fois, c'est pas fait pour tout le monde. Les jeunes aujourd'hui pensent que comme on nous a vus là, forçant d'entreprendre. Ça va. Mais en fait, il y a tellement de renoncements et il faut être prêt à payer le prix. Il faut être prêt. Quand on n'est pas prêt, il faut avoir l'humilité de dire peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que je vais m'orienter vers autre chose, parce qu'il faut cocher toutes ces cases, la vision, se faire entourer, être formé, avoir de l'endurance, ne pas courir à gauche à droite, plusieurs lièvres à la fois,
Ça, peut-être que c'est quand on coche pas toutes ces cases, il faut se poser les bonnes questions. Et puis de pouvoir dire oui, je peux recommencer. Parce que comme le président a dit, le problème n'est pas de tomber. On tombe tous les jours, tous les matins, on se réveille, on ne sait même pas si on va pouvoir payer le personnel. Absolument. Mais on s'en fout. On continue quand même. Si on a fini de payer le personnel, après le reste, on verra comment on fait pour... Mais c'est important aussi de pouvoir continuer, de s'accrocher à quelque chose pour faire de ce futur une réalité. Mais le docteur a dit quelque chose de très, très important. Et ça, c'est pour les jeunes. On ne devient pas entrepreneur par défaut. Et il faut surtout pas essayer de devenir entrepreneur par mimétisme. Docteur a réussi, Mossadegh Bali a réussi, Dangote a réussi. OK, on peut être des role models, on peut dire c'est possible. Mais il faut d'abord faire son introspection. Parce que quand on a fait l'introspection, alors on peut savoir si ce parcours semé d'embûches, on est fait pour ça. Parce qu'il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Ils veulent une vie un peu plus tranquille que tous les jours, comment je vais payer mes salaires. Il y a les impôts qui tapent à la porte, il y a les fournisseurs qui tapent à la porte, il y a mon échéance bancaire, c'est dans 2 semaines, je n'ai rien dans la caisse. Donc, voilà, la pression, le stress et tout cela. Et parfois aussi faire des choix familiaux et tout cela. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un parcours très noble. C'est un parcours dont on a besoin pour développer une économie. On a besoin d'entrepreneurs. C'est les entrepreneurs qui développent une économie. L'État met le cadre, mais c'est les entrepreneurs qui développent. Mais je dis toujours aux jeunes, quand ils me disent « Ah, je veux être entrepreneur », je dis « Mais pourquoi vous voulez être entrepreneur ?»« Ah, je sais pas, je veux gagner de l'argent. » Je dis « Mais si tu veux gagner de l'argent, t'as pas besoin d'être entrepreneur. Hein. Si tu connais un ministre ou qui va te donner un marché, tu vas gagner beaucoup d'argent. » Voilà, je dis, c'est quoi? Ah, je savais pas. Moi, je pensais que c'est pour gagner de l'argent. Je dis non. Donc, c'est très important de faire effectivement cette introspection. Merci beaucoup. Merci encore pour d'avoir partagé avec nous ces belles anecdotes, vos expériences, de nous avoir conseillé. Africa Legacy, c'est terminé pour aujourd'hui. On a parlé de la genèse d'une entreprise. On retiendra que partir d'une insatisfaction, avoir une vision, la porter et surtout être prêt à payer le prix et être bien entouré. C'est le secret pour supporter les faibles commencements et arriver jusqu'à la grande vision. À très vite pour un prochain épisode.